Pourquoi les banques accordent-elles si peu de crédit? Mais aussi les acteurs, parce que les acteurs eux-mêmes ne remplissent pas d'abord les critères. Déjà chez Orange Digital Center, nous avons plusieurs initiatives. Pour lancer le restaurant Les 7 Collines, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait quand même avoir un fonds assez intéressant. Personnellement, j'ai demandé un crédit dans une microfinance que je n'ai malheureusement pas obtenu, mais j'ai été obligé de me lancer à fonds propres. Il y a des banques qui m'ont également proposé, mais j'ai souvent trouvé que les intérêts étaient exagérés. C'est ce qui m'a souvent découragée à prendre des crédits. Il y a quelques entreprises de microfinance qui nous sollicitent pour prendre un crédit. Bon, jusqu'à présent, on a un peu décliné leur offre. Pourquoi? Parce que nous trouvons que non, on a la capacité de nous autosuffire. En République démocratique du Congo, il règne comme une méfiance entre le secteur financier et les acteurs économiques. Illustration en quelques chiffres. Selon une enquête de la Banque mondiale réalisée en 2024, seule la moitié des entreprises en activité dans le pays ont un compte bancaire. À titre de comparaison, ce taux est de 87% en Afrique subsaharienne. Toujours selon la Banque mondiale, seulement 7% des entreprises ont recours au système financier pour financer leurs investissements. Ce pourcentage tombe même à 3% lorsqu'il s'agit de petites entreprises. Ces entreprises estiment d'ailleurs que l'accès au financement est l'obstacle le plus important, loin, mais alors loin devant, tenez-vous tranquille, l'instabilité politique et l'insécurité. Résultat, l'autofinancement devient la règle plutôt que le choix. Comment changer cet état de choses? Pourquoi les banques accordent-elles si peu de crédit à des taux d'intérêt parmi les plus élevés du continent? Comment devenir bancable? Restez avec moi pour avoir des éléments de réponse. Les PME sont souvent informelles et donc il est plus difficile pour elles d'avoir accès à des instruments financiers formels. Elles disposent des états financiers qui sont souvent pas audités et ce qui leur permet pas de pouvoir démontrer leur solvabilité. Et également leur taille qui est souvent réduite et leur vulnérabilité par rapport aux variations économiques les rendent aussi plus risqués aux yeux des institutions financières. Comme vous le savez, ces défis ne sont pas propres à la République démocratique du Congo. Du coup, se posent au moins deux questions. Pourquoi le taux de financement bancaire est loin en deçà de la moyenne africaine? Et pourquoi les taux d'intérêt pratiqués sont parmi les plus élevés du continent? Il y a plusieurs facteurs qui entrent dans la définition du coût. C'est les charges. Ce n'est un secret pour personne, la RDC c'est un peu cher. Donc nos loyers coûtent beaucoup plus cher que dans d'autres pays, les transports coûtent plus cher que dans d'autres pays et sont assez compliqués. Donc il y a les charges opérationnelles. Après, il y a le coût de refinancement qui vient impacter. La RDC c'est un pays très dollarisé. Donc, ça a un impact également sur la définition du coût. Après, il y a le coût du risque. En outre, le système d'identification est en cours de construction en République démocratique du Congo après plus de 40 ans sans délivrance de la carte nationale d'identité. Par ailleurs, le pays ne dispose pas encore d'une plateforme fonctionnelle, opérationnelle de centralisation de l'information sur le crédit. Le risque, ici, il est particulier, en plus parce qu'il y a un problème d'identification des clients qui est sérieux et donc le même client peut aller dans deux agences différentes avec des identités différentes et il disparaît. Il disparaît, ça c'est une perte sèche pour l'institution. Travaillons également avec la Banque centrale sur la mise en place d'un bureau de crédit pour permettre aux institutions financières de disposer des meilleures informations de crédit
sur les personnes qui sollicitent un prêt chez eux. Et à chaque fois qu'on a mis en place ce type de programme, on a vu à chaque fois une augmentation significative des prêts. Bonne nouvelle tout de même, malgré ces obstacles, de nombreux acteurs économiques arrivent néanmoins à avoir accès au crédit. Pour avoir sa chance, il faut bien identifier son besoin et choisir la bonne institution financière. Dans les microfinances, par exemple, on affirme accorder du crédit même à des entreprises peu structurées. Je vais prendre l'exemple d'une vendeuse de tomates maraîchères au marché, qui sait ni lire ni écrire, qui n'a pas de cahier de compte, qui ne certifie pas des comptes, qui n'a pas de garantie. Voilà, donc ce type de clients, nous les finançons au quotidien. C'est nous qui faisons tout ce travail de reconstitution des actifs financiers, dégager les marges pour voir quelle est dans l'activité du client la part qu'il peut dégager pour rembourser le crédit sans affecter son quotidien. Dans le même temps, des banques proposent de plus en plus des produits visant des segments moins desservis. Robank, première institution bancaire du pays, affirme avoir augmenté son encours de crédit destiné aux PME de 46% pour atteindre 225 millions de dollars en 2024. Comme dans beaucoup de pays du continent, en RDC, les startups sont particulièrement marginalisées. Pour avoir accès au financement, elles doivent parfois, souvent, passer par des centres de formation ou des incubateurs. Aujourd'hui, on n'a pas reçu un seul franc d'un financement, c'est avec le fonds propre. Et il faut donc aussi à ce côté-là dire qu'avec le fonds propre et le résultat qu'on a obtenu, c'est aussi grâce à des accompagnements d'Orange Corner, un programme d'incubation. On est actuellement dans un programme d'accélération d'Orange RDC. Chez Orange Digital Center, nous avons plusieurs initiatives qui sont mises en place pour accompagner les entrepreneurs, pour accompagner également les entrepreneurs en devenir. Nous avons des masterclass qui sont faites avec des partenaires pour leur apprendre également de passer de l'idée au projet. Nous avons des programmes qui sont beaucoup plus spécifiques pour justement les startups qui ont déjà commencé à développer des solutions. Et là, on les accompagne au sein d'Orange Fab. Et tous ces programmes sont mis en ligne régulièrement pour permettre justement de pouvoir recruter tous les participants, les bénéficiaires à ces programmes. Quand on prend l'exemple de Orange Fab, nous avons généralement 1 à 2 cohortes par an et nous publions justement cet avis de recrutement en ligne avec certaines conditions. Donc il faut déjà aller en ligne, s'inscrire, répondre à tous les critères. Et puis derrière, il y a des interviews et ensuite, au besoin des séances de pitch. C'est comme pour cette cohorte-ci d'Orange Fab, il y a eu une séance de pitch avec les 10 meilleurs projets, avec des professionnels qui sont du monde de l'entrepreneuriat et du numérique, parce que le numérique est le cœur de métier d'Orange. Et c'est à l'issue justement de ce processus qu'on a pu sélectionner les 5 entrepreneurs qu'aujourd'hui, nous encadrons afin de pouvoir les aider justement à évoluer, à se développer et avoir accès justement au financement. Pour ceux qui en sont encore peut-être à un stade embryonnaire, il y a des masterclass qui durent un certain temps où on leur apprend à poser les bases. Et pour ceux qui sont beaucoup plus avancés dans leur projet, il y a le programme Orange Fab qui les aide à développer ce qu'ils ont déjà, à construire vraiment des business plans qui sont convaincants, à leur apprendre également à pouvoir développer leur projet jusqu'au bout, à leur montrer les différentes possibilités qu'ils ont sur leur projet, et tout ça encadré par des professionnels du métier. Et également, ils ont cette possibilité-là de pouvoir également apprendre à convaincre des investisseurs. Ce sont des éléments qu'ils suivent durant 6 à 8 mois de façon vraiment intense et tout en continuant à construire leur business. Je vous invite à achever notre réflexion avec quelqu'un qui est à la fois entrepreneur et financier. Accueillons Glodav Diawa. Monsieur Diawa, bonjour. Aujourd'hui, vous vous employez à faire émerger des agriculteurs, des entrepreneurs agricoles.
Vous le faites en votre qualité de directeur exécutif national du Fonds de promotion de l'agripreneuriat congolais. Est-ce que finalement, le secteur financier n'est pas en déphasage avec les réalités de l'économie locale? Je dirais à la fois oui et non. Non, pourquoi? Parce que je crois qu'il y a un effort qui est fait. Il faut le reconnaître. Il faut dire que le contexte congolais est très particulier. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont encore dans les secteurs informels. Ceux qui sont dans le secteur formel sont très petits nombres. Donc du coup, des institutions financières essayent de faire un effort. Oui, en déphasage, oui, parce que les acteurs qui sont exclus actuellement par les systèmes financiers sont des acteurs qui ne répondent pas à certains critères d'éligibilité. Il y a une catégorie d'acteurs économiques qui sont les micros, les petites et les moyennes entreprises, dont le déficit de financement a plutôt tendance à croître. Donc je crois que pour répondre à la question, il y a lieu de voir le problème dans tout le sens. Il ne faudrait pas seulement régler le problème financier sans tenir compte de toutes les pressions qu'ils ont fiscales, de tout le problème qu'ils ont d'accès au marché, de tout le problème qu'ils ont de formalisation. Et tout ça fait un tout qui les rend vulnérables, qui empêche à ce qu'ils aient un plus grand accès. Touchons un peu un secteur particulier, celui de l'agriculture. Comment on adresse cette catégorie précise d'acteurs? Déjà, il faut dire que les acteurs qui sont dans les secteurs agricoles sont dans un secteur qui est très risqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des institutions ne se lancent pas dans les financements du secteur agricole parce que le secteur agricole est un secteur très risqué pour plusieurs raisons. Notamment l'influence des facteurs atmosphériques. Aujourd'hui, avec le changement climatique, il y a nous sommes en pleine saison sèche, même aujourd'hui, il a plu. Donc, vous comprenez qu'il y a plusieurs facteurs climatiques qui peuvent influencer la production. Le deuxième problème, c'est un problème de localisation des exploitations agricoles. Mettre en place un produit financier pour le secteur agricole, ça veut dire avoir des charges opérationnelles élevées. Parce que les acteurs sont pour la plupart en milieu rural, ils sont loin des centres urbains, donc il faut beaucoup d'investissements pour atteindre ces acteurs. C'est vrai que les numériques constitueraient une solution aujourd'hui. Le numérique, faudra-t-il encore que ces personnes aient accès au numérique, mais ça constitue une solution. Et un autre facteur, c'est qu'il n'y a pas d'acteurs qui partagent le risque dans ce domaine. Donc, pour moi, la solution pour que ces acteurs qui contribuent énormément au produit intérieur brut du pays puissent bénéficier, puissent être éligibles, si je dois le dire ainsi, il faudrait mettre en place un fonds de garantie qui permet de partager le risque avec les institutions financières. Il y a ce qui est prévu à un Fonds national de développement agricole qui devrait jouer ce rôle, mais qui n'est pas encore opérationnel. Mais une autre solution qui apporterait un coup de pouce pour que les secteurs agricoles bénéficient bien évidemment d'un plus grand portefeuille en termes de financement, c'est la mise en place des assurances indicielles. Et ça, c'est aussi un effort qui est fait, mais qui est encore un niveau de test, mais aussi un travail d'appui des autres partenaires techniques et financiers de l'État qui peuvent appuyer la structuration des chaînes de valeur pour permettre aux acteurs d'intervenir un peu plus. Parce qu'on peut financer la production, mais s'ils n'ont pas accès au marché, s'ils n'ont pas de voie de desserte agricole pour évacuer la production, ces financements n'apporteraient pas une vraie solution. Donc il faudrait que les chaînes de valeur soient mieux structurées, mieux organisées pour faciliter un financement du secteur. Mais c'est ce que vous essayez de faire avec le FOPAC à votre niveau, puisque vous essayez de mettre, de faire émerger de véritables entrepreneurs agricoles. J'imagine qu'ils ont une comptabilité, voilà. Ça marche? Où en êtes-vous? Déjà, je dois dire que le FOPAC ne peut pas avoir la prétention d'apporter la solution à tout le problème, à tous les maux qui rongent les secteurs. Ça, c'est pas la prétention du FOPAC, mais il y a un effort qui est fait. Parce que, comme je le dis, il faudrait d'abord que la chaîne soit organisée. Nous intervenons pas seulement au niveau de la production, mais au niveau de tous les maillons de la chaîne de valeur agricole. Donc, vous allez voir que les actions du FOPAC sont menées à la fois en faveur de producteurs, de transformateurs, parce que nous nous disons que si vous touchez un seul maillon, vous allez avoir un problème. Par exemple, aujourd'hui, il y a des acteurs qui produisent plus
mais qui ne savent pas comment évacuer. Donc notre effort déjà, c'est à ce niveau-là. Mais vous le savez, le Congo est un pays continent, donc il faudrait qu'il y ait plusieurs acteurs qui interviennent, mais qui sont soutenus pour que les actions soient plus efficaces. À ce stade, ce que nous faisons, nous croyons que c'est un modèle qui peut être dupliqué dans l'ensemble du pays et qui peut réussir, mais qui demande quand même assez d'efforts et plus d'acteurs qui s'y investissent. Monsieur Diwa, merci. Je vous remercie aussi.